Bienvenue sur CNews si on prenait le temps avec aujourd'hui un personnage. Patrick Sébastien, bonjour. Personnage. Non, un personnage, j'insiste parce que Patrick Sébastien, l'un des plus grands animateurs de télévision française, l'un des plus populaires du petit écran, et c'est aussi celui qui détient, tenez-vous bien, le record absolu à la télévision française, le record d'audience. 17 après le foot, bien sûr, hors foot, 17 millions et demi de téléspectateurs. On en parlera. Patrick Sébastien, c'est 35 ans de télévision, le plus grand cabaret, les années bonheur. Il nous donnera son regard sur la télévision aujourd'hui, son regard sur l'actualité. Il a même choisi 3 sujets d'actualité. Vous allez voir tout à l'heure des sujets qui l'interpellent. Il parlera de son nouveau livre « Et si on était bienveillant ?» comme si c'est encore possible aujourd'hui, on verra. Oui. Mais aussi de son spectacle « Avant que j'oublie ». Acteur, humoriste, animateur, écrivain, chanteur, producteur. Je continuerai comme ça, mais bref. Il y en a plein. Comment? Il y en a plein. Et invité de Christine Kelly. Invité de Christine Kelly aujourd'hui. L'artiste Patrick Sébastien partage son regard sur tout avec nous pendant 1 heure. C'est sur CNews. Si on prenait le temps, à tout de suite. Saltimbanque. Saltimbanque. Si on prenait le temps sur CNews avec Patrick Sébastien. Alors, je ne vous raconte pas, pendant la publicité, il a fait le tour du plateau, ici, là, à droite, à gauche. Et on a parlé. Et on a parlé. Je sens que c'est un hyperactif. Je ne sais pas comment on va s'en sortir avec 1 heure d'émission. Ça ne devrait pas suffire. Ça s'appelle bien si on prenait le temps. Ah oui, mais ça ne devrait pas suffire, vu le parcours, etc. Patrick Sébastien, vraiment pour commencer, on va s'arrêter sur 3 sujets d'actualité que vous avez choisis. Après, on parlera de votre livre, etc. Oui, dans l'actualité, c'est-à-dire que tout d'abord, ces jeunes, en 24 heures, 2 ados ont été... Non mais franchement, 2 ados tués 10 jours après le jeune qui est mort à Saint-Denis de 13 ans après une rixe. Aujourd'hui, donc un de 16 ans mort dans le 20e à Paris après une rixe et un de 17 ans mort à Sarcelles après une bagarre entre 2 personnes. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette Ça m'évoque violence? qu'on est tous responsables, qu'on est en train de laisser partir nos mômes par le manque d'exemplarité dans ça. On est tous coupables sur ce genre de choses. C'est comme le môme qui a braqué l'institutrice avec le pistolet, factice. Ces gamins, ils manquent d'exemple. Quand tu vois le truc, tout ce qui se passe au niveau de la politique, que tu vois toutes les malhonnêtetés, quand le spectacle qu'on donne sur les réseaux sociaux, puisqu'on parle, je suis venu pour parler de bienveillance, la malveillance continue qu'on tolère, qu'on laisse aller. Moi, j'ai passé ma soirée d'hier soir avec ma fille de 12 ans à m'accrocher un petit peu, parce qu'elle est un peu dans la vengeance, elle est un peu dans tout ça, et j'essaie de lui expliquer que c'est stérile, que ça sert à rien, mais c'est pas sa faute. C'est que tout autour, ils sont sur leur téléphone, les réseaux sociaux sont d'une malveillance extrême, les images qu'on leur montre sont d'une violence extrême, et c'est les mêmes qui provoquent cette violence qui vont s'indigner après en disant « Ah, ben non, moi ça fait des années que je dis qu'il faut protéger nos gamins avant tout, et quand je parlais d'amour ou quand je parle de bienveillance, il faut « Ouais, mais ça c'est bisounours ». C'est l'argument. C'est bisounours ou les autres arguments. Ouais, c'est populiste. Et puis après, c'est les premiers à geindre en disant « Mais vous avez vu ce qui se passe ?» Parce qu'on a laissé tomber tout ça, parce que c'est une priorité, l'enfance. C'est une priorité, nos gamins. Les gamins, il faut pas les forcer, mais c'est toujours difficile en enfance. Oui, mais les éduquer, les tenir par la main. Il faut leur apprendre. Moi, je me bats tous les jours pour apprendre à ma fille la bienveillance, pour lui apprendre le respect de l'autre. Juste le respect de l'autre. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure justement ce jeune de 15 ans à Créteil qui braque une arme sur la tempe de son enseignante. On va regarder ce sujet de Sibylle Delettre où des mères se sont rassemblées, réunies pour se dire on n'en peut plus de cette violence. On n'en peut plus. Et ouais, on regarde. Il y a plein de gens qui n'en peuvent plus. Ce sont nos rues, ce sont nos enfants. C'est un cri du cœur lancé par ces quelques mères de famille de Créteil contre la violence qui grandit, qui se banalise de plus en plus. Quelques jours après la publication de la vidéo montrant un jeune braquer sa professeure. Ils n'ont même pas pris conscience de ce qu'ils faisaient. Des enfants qui ne comprennent même pas la gravité de la situation.
Voilà ce qui les inquiète. C'est inacceptable, inadmissible. On ne peut pas accepter ce genre de choses. On va à l'école pour apprendre, pour se former, voilà, on laisse nos enfants aller en sérénité là-bas. Aujourd'hui, on voit ce genre de choses. Ce collectif se bat contre les violences qui se banalisent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements. Dans la salle, une mère dont le fils a été poignardé dans une rixe entre bandes rivales le jour même de la publication de la vidéo. Ça peut être votre enfant demain, ça peut être votre voisin. Et moi, je ne peux pas laisser passer. Là, je compte bouger pour... Leur revendication, plus de moyens pour endiguer cette violence. Il nous manque des moyens humains, il nous manque la vie scolaire, c'est ce qui encadre nos jeunes, c'est ce qui permet d'avoir des règles. Et là, on n'a pas cet encadrement. À leur grand regret, aucun professeur n'a répondu à l'appel, car pour ces mères de famille, la solution ne peut venir que d'un engagement collectif. La réussite de nos enfants. La solution peut venir d'un engagement collectif. La solution, c'est le problème. Aujourd'hui, on est dans un système, ça fait tellement d'années que je parle de ça, où il y a une catégorie de gens qui nous dirigent, qui sont à 1000 lieues des réalités des gens. C'est démerdez-vous tout seul. Voilà, c'était le sketch de Coluche. Expliquez-nous ce qui vous manque, dites-nous ce qui vous manque quand vous expliquez comment vous en passez. Au lieu d'aider, au lieu de tendre la main. On lâche une foule de gens. Quand j'ai fait, il y a quelques années, j'ai voulu monter un mouvement humaniste qui s'appelait le DAR, qui s'appelait le droit au respect et à la dignité. Tous les médias me sont tombés dessus. Alors qu'aujourd'hui, le respect et la dignité, c'est ce dont on a tous besoin. Alors tant que c'est des mots comme ça qui peuvent faire les beaux en disant « ben oui, ça va », mais dans la réalité, quand c'est ton enfant qui est harcelé à l'école, quand c'est ton enfant qui en bute à la violence... On vient le voir avec les moi, j'ai changé ma fille d'école parce qu'on l'avait traitée de pauvre noire. C'est pas très... J'en veux pas aux gamins parce que c'est l'époque. Mais il faut qu'on... On protège les enfants maintenant de ces actes. Oui, mais et puis ils se dédouanent les politiques en se disant oui, mais l'éducation, c'est pas nous, c'est pas l'école. Ils ont un peu raison, c'est pas aux profs à faire l'éducation. Mais tous ces politiques que moi j'ai vus dans la pré-campagne être à 7, bouffer des heures d'antenne pour dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et à la sortie ça n'a rien changé si ce n'est en pire. Moi j'ai très peur. Tu sais, l'autre jour, chez Thierry, après mon éviction, et la manière, chez Thierry Ardisson, dont on m'avait traité, j'ai dit, je ne suis pas un paillasson, allez vous essuyer les pieds ailleurs. Moi, quand on m'a viré, on a viré aussi les millions de personnes qui me regardent. Et des paillassons, comme ça, j'en connais plein des gens qui sont... Et un jour, j'espère que je serai assez vieux, que je vivrai assez longtemps pour voir la révolte des paillassons. C'est-à-dire que tous ces gens, au bout d'un moment, vont péter un câble vraiment, et vont descendre vraiment dans la rue, pas des racailles, stop à la maltraitance. Pour demander qu'on les considère un petit peu plus, qu'on donne les moyens de s'occuper des gosses, qu'on ne se contente pas. On est les champions des hommages, nous. On est les champions de... Après, une fois que ça s'est passé, on dit « Ah mon Dieu, ça s'est passé, c'est bien triste ». Mais c'est pas après qu'il faut le faire, c'est avant. Vous parliez tout à l'heure, Patrick Sébastien, des politiques. Et c'est vrai que je suis un peu... en colère contre ça. Moi, ça va. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance, je suis un privilégié. J'ai réussi à me sortir de ce... Moi, je viens d'un milieu pauvre, mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc, c'est pas pour moi que je parle. Mais il se trouve que mes vrais amis, et surtout ce qu'on me reproche, c'est de travailler pour ces gens-là. Ces gens-là, je les vois au quotidien. Je vois leur douleur, je vois comment ils rament. Ces gens-là, c'est qui? Ces gens-là, c'est les gens de la classe basse et de la classe moyenne, et surtout les gens qui n'ont pas la parole. C'est les gens qui subissent là les augmentations d'essence, qui subissent tout aujourd'hui, qui subissent les limitations de vitesse avec des prétextes de sécurité, mais on sait très bien que c'est pour autre chose, et qui voient qu'il y a 150 millionnaires de plus dans ce pays. C'est pas seulement une question d'argent. On considère plus ceux-là que ceux qui ont besoin d'être considérés en bas. Moi, je suis désolé. Effectivement, j'ai de la chance de vivre dans un milieu privilégié. Mais je continue à être solidaire de tous ceux qui sont en bas. Et moi, je sens monter quelque chose de dangereux. Parce qu'on continue à faire les trois singes, les politiques, là. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Vous dites qu'on pourra aller vers le chaos. Un chaos avant de revenir vers la bienveillance. Avant de revenir à la bienveillance. Alors, oui, je pense que ça finira par arriver. Hélas. On va écouter Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui répondait à l'Assemblée de façon assez... Il a été chahuté. Et pour dire que vous aussi... Comme vous disiez. Ça, c'est un cirque médiatique. Non, mais... Ils se chahutent entre eux. Alors, écoutez ce qu'il dit. Juste le truc. Oui. Le spectacle. Tu vas demander à des enfants d'être obéissants à l'école. Tu regardes le spectacle de l'Assemblée nationale, excuse-moi, c'est des impolitesses, c'est des incivilités, c'est les gens qui coupent les trucs à l'autre. C'est rien que ce spectacle-là.
Écoutez justement ce que dit Jean-Michel Blanquer à ce sujet précisément. Dès le début, l'institution a réagi. Et elle a réagi avant que vous ne sachiez quoi que ce soit. Les jeunes ont immédiatement... Une plainte a été déposée. Les jeunes ont eu une mise en examen. Est-ce que c'est possible de vous répondre? Vous êtes en train de donner l'exemple du chahut. Vous êtes en train de donner l'exemple du désordre. Je pense en effet que si des élèves nous regardent, ils ne sont pas en train de prendre un bon exemple avec vous. Je le pense profondément, très profondément. Parce que ce que vous avez dit est tout simplement faux. Nous avons fait plus en 18 mois que tous les gouvernements que vous avez pu soutenir. Beaucoup plus. Voilà. C'est le patron de l'éducation nationale et les mecs, ils gueulent. C'est terrible l'exemple qu'on doit donner à nos enfants, l'exemple qu'on doit donner à nos mômes. Je voulais vous passer un petit sonore de Jean-Luc Mélenchon aussi, mais on ne prendra pas le temps. Ouais, mais c'est pareil. Jean-Luc sur la forme, sur ce qu'il a fait, Jean-Luc sur la forme, c'est un peu discutable. Mais Jean-Luc, c'est un mec en colère. Il confond un peu tout, tu vois. Mais quelque part, il représente la colère du... C'est ça. Mais moi, j'ai pas... c'est un beau tribun. C'est dommage qu'ils prennent pas un peu plus de mesures, qu'ils soient moins dans le spectacle. S'il est un peu moins dans le spectacle, il représente une vraie colère, de vrais gens qui sont vraiment en colère. Tu sais, on fait des caricatures. Moi, j'ai plein d'amis qui sont pas d'extrême gauche et qui sont pas d'extrême droite, mais qui vont voter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils en ont marre. Ils en ont juste marre. Et c'est très dur. Moi, j'ai accès un petit peu, à mon niveau, à la parole, là, aujourd'hui, chez toi. Mais ces gens-là, ils n'ont pas accès à la parole. Ils regardent les gens parler, ils se disent, mais personne ne parle en notre nom. C'est pas nous, ça. Ça ne nous concerne pas. Et donc, ça fait des jeunes que je connais qui se saoulent la gueule. On va leur dire, non, buvez pas d'alcool. Si. Voilà, qui fument, qui se cament, etc. Il n'y a pas que ça. Hein. Et puis d'autres jeunes qui essaient de se battre pour... J'ai toujours été en contact avec l'enfance parce que mes enfants sont nés tous les 10 ans. Les mômes là, de 25 ans aujourd'hui qui veulent monter un truc après des études très longues, va demander aux banques de t'aider. Les banques vont te dire non, ils prêtent à ceux qui en ont déjà. Ça concerne les vieux. C'est-à-dire que tous les improductifs sont délaissés. Les vieux, alors je t'en parle même pas. Les vieux, c'est à la casse. Mais les mômes, tant qu'ils sont pas dans le système... Pour y arriver, payer l'appart, avoir un crédit bancaire, qu'on leur fasse confiance, ça c'est tout un tas de choses qui sont larvées et j'ai peur que l'ultime solution, moi c'est pas la mienne parce que je suis vraiment un non-violent, mais que la solution passe par la violence. Et alors, on va revenir tout à l'heure sur votre livre. Et si on était bienveillant, on en parlera dans la deuxième partie. Là, maintenant qu'on a un peu regardé les sujets d'actualité qui vous touchaient, un mot quand même, vous n'êtes pas obligé de répondre hein, si vous ne voulez pas d'ennui, mais on sait qu'une page se tourne à France Télévisions, ou serait en train de se tourner. Je suis viré. Si vous voulez pas en parler, voilà. Non, mais si vous voulez pas en parler, on respecte en tout cas. Mais à noter que vous avez reçu un nombre impressionnant de soutien, notamment Jean Dujardin avec ce tweet. Non, Patrick Sébastien, il n'est pas mort, juste viré de France 2. Fin d'une époque. Merci Patrick. Deuxième mi-temps. Un tweet, c'était lundi. Oh, combien de personnes vous ont soutenu? On a. Ouais, puis il y en a d'autres qui s'en sont réjouis. C'est la vie, c'est comme ça. Puis dans 15 jours, on n'en parlera plus. C'est dommage. Moi, ça me fait moins. Moi, je suis partagé. Tu vois, j'en ai parlé chez Thierry l'autre jour, mais je suis partagé aujourd'hui entre la frustration, évidemment, pour mes employés, parce qu'il y a quand même 150 personnes qui travaillent sur mes émissions, qui vont être obligées de trouver du travail ailleurs, et parce que je les aime beaucoup, qu'ils ont bossé, ils ont vraiment bossé d'une manière formidable. On se fait virer en n'ayant rien à se faire reprocher au niveau de notre travail. D'habitude, on vire les gens parce qu'ils sont pas bons et qu'ils travaillent mal. Nous, on a bien travaillé. Bon, c'est comme ça. Je suis partagé entre la frustration et le soulagement aussi, parce que toute cette malveillance que j'ai vécue pendant des années, je suis content d'en sortir, quelque part. Tu vois, ça me fait... c'est pour ça que je ne suis pas plus atteint que ça. Je suis atteint pour mes potes, pour les gens qui nous aiment. Pour les gens tu sais, l'autre jour, il y avait le journaliste du Parisien qui est venu à mon premier gala, après qu'on ait annoncé ça à Saint-Dizier. Il interrogeait des gens dans la file d'attente. Et il y avait un petit gamin de 15 ans qui disait « Moi, j'ai des migraines invalidantes et quand je regarde le cabaret, je souffre plus. » Ça me touche, ça. Ça me touche pour ces gens-là. On se rend pas compte, effectivement, de la puissance du message qu'on peut faire passer parfois à la télévision. Ouais. 35 ans de télévision, vous, et puis c'est... Ouais, mais la télé, ça ne t'appartient pas. Et le poste ne m'appartient pas. Je ne suis pas indispensable. Je te dis, dans 15 jours, il y a plein de gens pour me remplacer. Ce n'est pas un problème. Je suis juste triste pour les gens à qui ça va manquer. Et dans le monde, pas seulement ici, parce qu'on a reçu aussi beaucoup de témoignages des artistes du monde entier, puisque cette émission est l'émission française la plus regardée sur TV5 Monde. Et c'était une émission
où je crois que c'est une des émissions où il y a le plus de mixité. On a fait venir des gens de partout, de toutes les couleurs, de toutes les cultures. Et mon dialogue à chaque émission du cabaret, par exemple, a été de dire aux mômes, on parlait d'éducation tout à l'heure, regardez ça, pour faire ça, il faut travailler, il faut de l'abnégation. Les valeurs qu'on a essayé de véhiculer. Et Patrick Sébastien, en parlant de couleurs, vous regrettez de ne pas être noir? Non, parce que pour moi... Moins de 50 ans et noir? Non, parce que pour moi, c'est pareil. Regarde, ma petite fille, elle est colorée. Je suis un véritable humaniste, un véritable. C'est-à-dire que la personne qui est en face de moi, elle peut être de la couleur qu'elle veut, elle peut être du niveau social qu'elle veut. Ça change rien au jugement que j'aurai sur elle. Cette histoire d'homme blanc de plus de 50 ans, oui, c'est une ségrégation claire et nette, mais... il n'y a pas que moi à la télé. Les hommes blancs de plus de 50 ans dans la société, il y en a un paquet qui dérouille aussi. C'est très maladroit. Je trouve que c'est très maladroit de l'avoir dit comme ça. Parce que ça ne voulait pas forcément dire ça. Le téléspectateur moyen, l'âge moyen du téléspectateur en 2017, il a 52 ans quand même. Oui, mais d'ailleurs, sur France 2 et sur France 3, ils sont plus âgés. Le problème, c'est qu'ils veulent rajeunir. C'est bien de vouloir rajeunir. Alors déjà, je vais leur signaler que dans mon public, dans le cabaret, il y a des gosses, il y a beaucoup d'enfants. Mais les gamins de 18, 19 ans, 25 ans, ils s'en foutent, ils ne regardent plus la télé, c'est fini. Ma fille, elle ne regarde plus la télé. Ils regardent Internet, ils regardent d'autres chaînes, mais ils ne regardent plus un peu pour des infos. Donc cette télé, elle a complètement changé. C'est l'ordre des choses. Mais justement, elle a changé, mais à quoi vous détenez le record? Oui, mais ça ne veut rien dire. Non, pardon. Je vais dire pourquoi ça ne veut rien dire, parce qu'en plus... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je peux dire pour deux raisons. Non. Non, mais il y a deux raisons pour lesquelles ça va. Je peux terminer ma question, ouais, moi. Non, mais le record hors foot, parce que ça, voilà, mais 17 millions et demi de téléspectateurs, personne n'a fait ça. Ça veut dire vous détenez ce record-là. Ouais. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu d'autres à 16 millions ou 15 millions. Mais ça veut dire qu'il y en avait explosé. Ça veut dire qu'il y en avait 40 millions qui ne regardaient pas. Vous avez explosé les compteurs, en tout cas. C'était le 26 décembre 1992. Le grand bluff. Et le grand bluff. Divertissement. Oui, mais c'est pas rien quand même. Ça, c'est vous aussi. Ça, c'est Patrick Sébastien. 35 ans de télévision. C'est pas la chose dont je suis la plus... C'est pas la chose qui va me... Oui, mais vous êtes quand même rentré dans... Me rendre fier. Ce qui m'a rendu le plus fier dans la télé, c'est quoi? C'est d'avoir gardé mon âme et de ne pas avoir cédé à tout ce qu'on me proposait pour me trahir. Ça, tous ceux qui vous connaissent bien vous félicitent et vous le disent. Je suis resté moi-même. Alors, que vous êtes resté vous-même. Mais j'aurais jamais accepté, ma mère n'aurait jamais accepté. Je le dis sur scène dans mon spectacle, ma mère me disait aucune gloire, aucun succès ne mérite qu'on vende son âme. Je vendrai jamais mon âme, jamais. J'aurais pu la vendre très cher. Je suis comme ça, j'ai trop de respect pour l'endroit d'où je viens, pour mes racines. Et c'est pour ça que je m'entends très bien. Je m'entends très bien avec des rappeurs, par exemple, avec Joey Starr, avec des gens comme ça. Ils ont leurs racines, c'est leur banlieue. Et ils respectent mes racines à moi, qui est la France profonde. Je me suis toujours entendu avec les gens intelligents. L'évolution des programmes à la télévision, quel regard vous avez sur 35 ans? On est tombé bas, pareil, un peu non, comme faut pas la société. dire. Non, c'est une question. Avec le regard. Alors déjà, c'était pas mieux avant. Vous êtes producteur, animateur, vous avez un vrai regard sur. Déjà, c'était pas mieux avant parce qu'il y a un choix énorme. On a un truc qui s'appelle la télécommande. Moi, c'est que la nuit, je suis un homme de nuit, je rentre, je tombe sur des documentaires formidables que j'adore. Et je peux très bien regarder un jeu innocent et je suis un fou d'histoire et toutes ces choses-là et regarder ça. La télé de qualité, les gens qui te disent une télé de qualité, ça n'existe pas. C'est dans l'œil de celui qui regarde. Par contre, ce que vous dites, Patrick Sébastien, c'est qu'à la télé, on ne peut pas tout dire. D'ailleurs, votre spectacle, c'est avant que j'oublie, ou bien ce que je n'ai jamais pu dire à la télévision. On ne peut plus rien dire à la télévision. Non, il y a une censure réelle. Censure. Oui, il y a une censure. Alors, réelle. Censure de la bien-pensance, ou bien censure du CSA, ou bien... J'ai connu une télé, il y a 20 ans, où dans nos contrats, il y avait écrit « Vous avez la liberté d'expression, liberté éditoriale, comme dans un journal. Vous pouvez dire ce que vous voulez, à condition de ne pas troubler l'ordre public. » Ce qui est normal. Mais nos contrats depuis, c'est vous nous rendez vos bandes, à part le direct, on peut dire ce qu'on veut, vous nous rendez vos bandes, et nous, on va décider de ce qui passe et de ce qui passe pas. Mais moi, j'ai enlevé... Alors on fait de l'autocensure des fois en se disant c'est pas la peine qu'on passe ça. Bien sûr. De toute façon ça passera pas. Mais on m'en a enlevé plein moi des trucs comme ça. Et qu'est-ce que vous racontez alors dans votre spectacle comme ça? Vous faites dans mon spectacle police, perpétuité. Vous parlez de tout spectacle humoristique, un one man show. Je tiens beaucoup à ce spectacle. Je vais être à Mons et à Liège là ce week-end. En Belgique, ce vendredi et dans et samedi. 15 jours, je suis à Carcassonne, à Béziers et après à la Beige à côté de Toulouse. Et on sera au théâtre de la Gaîté Montparnasse
au mois de mars. C'est un spectacle intime, c'est-à-dire des choses que je ne peux pas dire à la télé, soit parce qu'elles sont... À la télé, on ne me les laisserait pas passer, soit parce que c'est suffisamment intime pour que je ne le donne qu'à des gens avertis. Alors c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup de choses très très drôles. Il y a des images sur un écran rare que les gens n'ont pas vues. J'ai 3 musiciens en acoustique. Oui, vous chantez. Il n'y a pas les sardines, il n'y a pas les serviettes. Je leur explique au début qu'ils ne sont pas venus écouter des chansons festives, mais des mots. Et écoute, depuis qu'on est parti, il y a eu des standing ovations à chaque fois. Donc je me dis que j'ai réussi à faire entrer les gens dans cet univers qui est à la fois drôle, émouvant. Je parle de mes relations avec les présidents de la République, je parle de politique, je parle de l'alcool, je parle de la perpétuité, je parle de la police. Je fais un sketch favorable à la police. Pourquoi vous dites ça en souriant? Non, parce qu'on a plutôt tendance à dire que la en tout cas, c'est d'actualité. Enfin, je suis dans l'actualité. Oui, complètement. Et dans votre sketch, vous dites aussi... énorme à jouer ça. Ça se sent, j'ai vu des extraits. Et vous dites que le rire est plus important que tout. Non, la bonne humeur. Tu sais, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Les joyeux guérissent toujours ». La phrase n'est pas de moi, elle est de Rabelais. Et c'est vrai que médicalement, les gens qui sont plutôt gais, plutôt de bonne humeur, se portent mieux. Ça, c'est vrai. Et puis tu sais, je suis entouré, j'ai connu pas mal de drames dans ma vie, puis je suis entouré de gens qui sont malades, qui sont pas bien. J'ai des gens autour de moi qui ont des maladies graves et tout ça. Et j'arrive à relativiser beaucoup. Tout ce qui peut m'arriver, je le relativise, je le mets à l'aune du malheur des autres, hélas. Et je me suis aperçu que il n'y a rien de très, très, très grave à part la maladie et la mort de nos proches. Patrick Sébastien, on va se retrouver dans un instant. On va parler de votre livre. Et si on était bienveillant, beaucoup de choses à dire. On parlera de votre parcours aussi. Comment vous avez été jeune marié à 16 ans. Comment vous avez grandi. Comment vous avez commencé la télévision. Comment vous avez eu le parcours que vous avez aujourd'hui. Vous êtes un homme qui ne prenait pas de vacances. Vous êtes un homme de la nuit. Vous avez une passion des mots. Vous adorez écrire. Pourquoi vous nous raconterez tout ça si on prenait le temps. Jusqu'à demain matin, sur CNews avec grand plaisir. Dans quelques instants, restez sur CNews. À tout à l'heure. Si on prenait le temps en direct sur CNews, il est 17h37, nous sommes avec Patrick Sébastien qui parle beaucoup pendant la publicité parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps dans l'émission si on prenait le temps. On a beaucoup parlé avec Michel Chevalet qui est passé faire un tour. Michel Chevalet, et on connaît toute la vie de Michel Chevalet, je vous dis pas. Alors, 35 ans de télévision, Patrick Sébastien, Le plus grand cabaret, Les années bonheur, vous sortez un nouveau livre, Si on était bienveillant. Pourquoi ce livre? Une utopie, bisounours, est-ce que c'est possible? Non, je l'ai écrit parce que... Il est très bien écrit. Hein. Passionnant. Merci, vous êtes passionnant. gentil. Non, mais c'est vrai. Vous êtes gentil. C'est vrai que j'ai un lectorat... Aux éditions XO, pardon. J'ai un lectorat qui me suit depuis quelques bouquins, qui aime bien mon style, qui aime bien la manière dont j'écris, qui sont passés au-dessus des a priori, qui savent très bien qu'on peut faire à la fois les sardines et écrire correctement. Et non, j'ai voulu l'écrire peut-être parce que ce que je vivais, j'observais autour de moi... les infos, là, ces derniers temps, c'est que de la malveillance. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la violence, tout c'est de la malveillance. Même l'affaire Benalla, les rappeurs qui se battent, tout ça, on nage là-dedans. Et moi, je connais beaucoup de gens bienveillants. Aller vers l'autre, tendre la main à l'autre, s'occuper des autres. Il y a tout un poème là-dessus. Il y a une phrase qui formidable, le premier poème. Une phrase qui termine le poème du début, ce qu'on doit offrir à celui que l'on croise. Une épaule pour rire, une autre pour pleurer, et quand survient le pire, les deux pour le porter. C'est ce que j'essaie de faire dans ma vie. Alors je l'ai fait pour pousser les gens à un petit peu plus, ceux qui vont me lire bien sûr, à un peu plus de bienveillance, et pour encourager ceux qui auraient tendance à se décourager. C'est-à-dire en voyant toute la malveillance qu'il y a autour d'eux, tu sais, ces gens qui te disent « moi je veux bien être bienveillant, mais le nombre de fois où j'ai tendu la main et qu'on m'a craché dedans... » Ah oui, vous racontez de superbes histoires. Trop bon, trop con. Par exemple, un SDF, où on va le voir, votre ami Norbert, c'était ça, c'est Norbert? Ouais, et puis, mon copain Norbert. Qui va lui donner un blouson noir, le SDF, il rejette le blouson noir, et finalement, c'est sa dignité, il dit « je n'aime pas le noir oui, ». Et est-ce qu'il faut s'arrêter d'être bienveillant pour autant, parce que le SDF dit non, moi, il faut aller plus loin? J'explique tous les cas où on m'a renvoyé ma bienveillance à la figure, mais je continue quand même à être bienveillant, quoi qu'il en soit. Là, ce qui m'est arrivé à la télévision, je ne serais pas malveillant avec les gens qui m'ont maltraité. Je m'appliquerai à être bienveillant avec tous les autres. Bon, mais je vais pas balancer. J'ai rien à. Je vais m'appliquer à être encore plus bienveillant avec. Pour les donner autres. l'exemple.
pour donner l'exemple? Non, mais parce que je suis mieux, parce qu'on est mieux dans sa peau. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Vous pouvez être votre meilleur ami que si vous êtes le meilleur ami des autres. Je donne plein d'exemples de bienveillance gratuite. Bienveillance politique, par exemple, ça fait partie d'un chapitre. Commencez par l'humanitaire et vous parlez après de la bienveillance politique. J'adore. Il faudrait que je retrouve la page. Je crois que c'est 180. C'est le paradoxe, parce que la bienveillance, elle est paradoxale, tout le temps. J'ai étudié... Vous dites, si vous permettez, pardon, page 179, les champions, toute catégorie de la bienveillance publique, les hommes politiques. Ben oui. C'est insultant ou bien c'est sympa? Non, mais dans leur campagne électorale, ils sont tous là pour te faire du bien. Et après, entre eux, s'ils veulent y arriver, il faut qu'ils soient malveillants entre eux. Mais au-delà de ça, j'ai étudié tout le paradoxe qu'il y avait dans les bienveillances. Et l'éducation d'un enfant, est-ce que la bienveillance doit être d'être sévère ou d'être laxiste? Je pose les questions simplement, je ne donne pas forcément les réponses. J'ai abordé des sujets plus graves. Est-ce que l'euthanasie est bienveillante? Ceux qui j'y étaient confrontés, on va te dire oui, c'est bien de libérer quelqu'un de ses souffrances, puis d'autres te diront non, ça reste un crime. Tous ces paradoxes de la bienveillance, ça m'intéressait. Mais ça m'intéressait depuis que j'étais en philo. Donc ça m'a permis de le développer. Mais c'est un paradoxe permanent, la bienveillance. Le bien qu'on fait, on se fait du bien, nous aussi, d'abord. C'est très, très paradoxal. Oui, vous parlez de la bienveillance dans l'humanitaire, justement. Voilà, est-ce que c'est pour se faire voir ou pas? Mais quand on a 1000 exemples de gens que vous voyez en ce moment à la télévision qui vont se mettre derrière telle cause, telle cause, telle cause. Et quand tu les connais, tu sais que c'est pas forcément de la bienveillance, que c'est surtout de la bienveillance pour leur image de marque. Mais est-ce que c'est mieux de faire ça ou bien de ne pas être bienveillant du tout? Est-ce que c'est mieux de faire ça? C'est mieux de faire ça parce que c'est le résultat qui compte. C'est le résultat. Si ça fait du bien à des gens... Il y en a qui ne font pas du tout. Oui, non, c'est le résultat qui compte. Du moment que ça fait du bien, il faut savoir passer par-dessus tout ça. Mais c'est tout ça qu'il y a dans le livre. Avec, j'ai parlé aussi de la bienveillance divine. Oui. Parce que je crois à ça. Et je vais même te dire, là, l'histoire de France Télévisions... Moi, j'y ai vu de la bienveillance divine de la part de mes absents qui me protègent. J'écris avec ma mère posée sur mon épaule, qui est partie dans tous mes bouquins, et je crois à la bienveillance divine, je crois aussi. Je crois qu'il y a des gens au-dessus de moi, dans les ondes, qui se sont dit, si on ne le fout pas dehors, il partira pas, il n'y est pas très heureux. Donc, quelque part, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Bien. Non, je pense que c'est... parce qu'effectivement, je suis porté des choses que... je suis porté ces choses-là pour d'autres, pour protéger d'autres personnes. Et il y a des gens qui vont dire, bon, ça suffit maintenant, il faut que tu penses à toi. Et c'est vrai que je suis tellement heureux d'aller sur scène. Tu sais, sur scène, tu rentres, t'es bon, les gens, ils t'applaudissent. T'es pas bon, ils te jettent. Oui, c'est franc, à la télé, direct. Tu peux être bon et te faire jeter quand même, et ça, c'est compliqué. En tout cas... dans la politique, la bienveillance des enfants, la justice, le je reviens un peu sur cette bienveillance divine. Parce qu'on ne peut pas en placer une avec vous. Vous le savez, c'est ma réputation. La bienveillance sur soi-même, dans le regard. Vous dites à un moment, je tutoie, je mets de l'air parce que c'est très aéré. J'aime bien tout ça. Oui, je ne suis pas écrivain, je suis écriveur. J'aime bien tout ça. C'est un appel au voyage, tout le livre. Je suis un observateur appliqué de ceux que je croise. Vous aimez regarder les gens. J'aime les autres. Vous aimez les autres et vous aimez effectivement voir à travers les gens ce qu'ils sont. Le regard. Le regard. C'est le premier chapitre où j'explique qu'on ne s'attarde pas assez sur le regard de l'autre. Combien de temps, je dis aux gens, n'avez-vous pas regardé plus de 30 secondes, vraiment les yeux dans les yeux, même la personne qui habite avec vous? On passe vite sur un regard. Et dans un regard, on peut trouver tout ce que la personne n'ose pas te dire. Depuis que, Patrick, vous avez perdu votre fils, ça a accentué votre désir de bienveillance? Tu sais, des gens qui ont des drames, à chaque fois qu'on me dit ça, il me dit c'est terrible. Je dis oui, bien sûr, mais j'aurais pu en perdre 2. Voilà. Il y a plein de gens qui ont ce genre de drame. Tu sais, je connais tellement de gens dont la vie est terrible, d'incapacité, de drame, de deuil. Ça les change tous. On parlait avec Michel Chevalet pendant la pub, justement, on a parlé de ça. Il a eu un enfant qui a eu un grave accident. Et c'est vrai qu'on ne voit plus la vie pareille. Les gens qui ont ce genre de blessures, après, on va leur dire, ouais, ils font trop d'excès, ils font trop... Mais c'est notre survie. Ils apprennent à relativiser. Puis c'est notre survie de profiter de ce qui reste de la vie, parce qu'on est des survivants. On est des résistants et des survivants. Mais on est plein comme ça. Et donc, on se reconnaît.
Et moi, ma mission, entre parenthèses, c'est de beaucoup faire du bien à ces gens-là. Moi, je fais du boulot pour les gens qui m'aiment bien. Ceux qui m'aiment pas, j'ai pas du tout envie de les convaincre. J'ai surtout pas envie de décevoir ceux qui m'aiment. La plupart vous aiment et vous le savez. Et tout le monde a des détracteurs, ça c'est sûr. Je vais m'arrêter un peu sur votre parcours quand même. D'homme. Oui, non mais c'est vrai. Votre enfance, votre mère vous a eu, elle avait 17 ans. Vous avez beaucoup souffert lorsque vous étiez jeune du regard que les autres portaient. C'est quoi quand je dis des bêtises? Non, mais c'est... non, mais parce que ça fait tout de suite, ça fait oh le pauvre. Non, je c'est veux la pas vie, dire c'est ça. comme ça. Non, je veux comprendre. Vous savez, quand je dis ça, c'est pas pour qu'on puisse avoir pitié, pas du tout. C'est pour que d'autres puissent se reconnaître et d'autres puissent se dire aussi que, par exemple, moi, j'ai grandi à une partie de ma vie sans mère sans père, et que je m'en suis sortie. Puis sans se plaindre de quoi que ce soit. Et sans se plaindre, oui. Et puis on était heureux. Attention, parce que moi, j'en parle sur scène, justement, c'est presque le début de mon spectacle. Voilà. On était heureux quand même. L'époque était différente. Moi, j'avais pas d'argent, j'avais pas de père, mais on était heureux parce qu'il y avait de l'amour. Voilà. Et quand je fais « Oh, c'est que de l'amour », oui, parce que cet amour, il nous a remplacé l'argent, il nous a remplacé le confort, il nous a remplacé tout ça. Et qu'il y a un moment où il faut savoir... chercher les choses ailleurs, et ça m'a construit. Et les valeurs, on en revient au début de notre conversation sur la violence et les enfants d'aujourd'hui. Moi, à mon époque, il n'y a pas un mec qui a braqué une institutrice avec un flingue. Et comment c'est que la période a changé. Patrick Sébastien, pour justement faire de sa vie une réussite, l'important n'est pas ce qu'on a fait de soi, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de soi. Comment est-ce qu'on fait pour basculer dans cette positivité et pas justement dans cette négativité, comme vous dites. Est-ce que c'est sûr que c'est une réussite? Sur votre parcours, comment vous avez commencé la télé et tout ça? Moi, je me pose toujours la question de savoir si c'est une réussite. J'ai réussi, effectivement, je suis connu, j'ai créé des choses, etc. Mais il m'arrive souvent de me dire, est-ce que j'ai réussi ma vie comme je voulais la réussir? Je ne suis pas certain de l'avoir réussi comme je voulais la réussir. J'étais parti pour avoir plus de liberté. J'ai une admiration sans borne pour les vrais anarchistes, j'ai une admiration sans borne pour les vrais gitans, pour les vrais rebelles. À un moment, j'ai sans doute pas eu assez de couilles pour laisser un confort et être encore plus en accord avec mes idées. C'est peut-être ça qui va me manquer à la fin. J'aime les rebelles, j'aime les gens qui prennent des vrais risques. Moi, c'est rien. Moi, la vie que j'ai, je trouve que j'ai toujours regretté d'avoir des mains trop propres. C'est-à-dire, mon père, il avait des mains de paysan, il avait des mains calleuses, des mains... ça a été un complexe pour moi. Quand vous l'avez rencontré beaucoup plus tard. De me dire, finalement... tu t'es laissé avoir par cette espèce de bourgeoisie qui est très agréable, de bourgeoisie qui est très agréable, mais tu étais peut-être plus fait pour vivre dans une caravane et faire des révolutions. Voilà. C'est un regret en me disant, c'est là où je me dis, j'ai peut-être pas réussi. Ouais. Vous êtes imitateur, acteur, chanteur, comédien, humoriste, enfin producteur, saltimbanque. Quand est-ce que vous avez commencé la télévision pour la première fois? La télé, la première fois, j'ai fait beaucoup de télé avec les autres, c'est-à-dire chez Guy Lux, chez les Carpentiers. C'était un rêve pour moi. Je chantais à côté de Claude François, que j'avais vu à la télé un an avant. Je les ai tous connus, Dassin, Claude François, Dalida. Et puis après, c'est déjà comme ça, on voulait pas me donner un numéro 1, moi, alors que sur scène, c'était un carton, les imitations. Donc on a fait un pari, on a dit on va faire notre émission. Il y a des gens de TF1 qui étaient formidables, qui nous ont fait confiance. Et la première émission à moi, elle s'appelait Carnaval, c'était en 84, où j'ai cassé tous les codes en déguisant les gens. Et ça avait fait à l'époque, le Mediamat n'existait pas, ça avait fait beaucoup plus que 17 millions, ça fait 22 millions de personnes. Et après, il y a eu donc Carnaval, où j'ai lancé cette idée de déguiser les gens, de leur faire n'importe quoi, de les prendre à contre-emploi. Et après, il y a eu l'épisode de la 5, qui a duré très peu, mais où j'ai appris beaucoup, parce que Berlusconi a été un homme formidable pour nous. Je m'en rappellerai toujours. Et après, TF1, Sébastien C'est Fou, qui faisait... Tu sais, dans les audiences chaque année, ils font les 100 meilleures audiences de l'année. Oui. En 88, je crois que j'ai 50 émissions à moi qui ont les meilleures audiences, dans les 100. C'était autre chose, il y avait 5 variétés à la télé. Aujourd'hui, ce qui fait de l'audience, alors c'est très particulier, alors c'est un drôle de paradoxe, ça aussi. Ce qui fait de l'audience aujourd'hui, alors que la société est de plus en plus difficile, c'est les téléfilms où il y a des meurtres, des filles qui se font assassiner. La violence, le sang, le sexe. Et moi, je me disais... C'est paradoxal avec votre message de bienveillance. Je me disais bêtement, comme les gens ont de plus en plus d'emmerdements, la télé, ça va être une fenêtre sur le... Eh ben non, c'est le contraire. Surtout que la télé, il y a un changement capital qui s'est produit. La télé,
quand moi j'étais petit, c'était une fenêtre sur le monde. On ouvrait la fenêtre, on voyait dehors. La télé, c'est devenu une fenêtre, mais on filme de l'extérieur dans l'intérieur des gens. On regarde chez les gens. C'est vrai. On regarde chez eux. La caméra, elle est plus placée du même côté. Est-ce que je peux vous proposer maintenant une fenêtre sur le monde? Ah oui. Et avec une actualité, on va partir à New York, tous les deux, rencontrer Elisabeth Guedel, parce qu'une actualité de malveillance, des colis suspects qui ont été envoyés, reçus à CNN, par Barack Obama aussi, par Hillary Clinton. Elisabeth Guedel, vous êtes sur place. Que s'est-il passé concrètement? Écoutez, on a retrouvé en quelques jours, en 3 jours, 4 colis suspects. Alors, on ne connaît pas encore la nature du colis adressé à Barack Obama à Washington. Ce colis a été intercepté bien avant qu'il arrive à la résidence de l'ancien président américain. En revanche, les 3 autres colis sont bien des engins explosifs. D'abord, celui adressé aux Clinton, à leur maison au nord de New York. C'est un colis, un engin explosif qui a été là aussi intercepté par la personne qui est chargée d'inspecter le courrier qui arrive à la maison des Clinton. Cette personne a tout de suite appelé la police qui a pu emmener cet engin explosif. Ça s'est passé donc hier et ce matin dans une forêt voisine, a pu faire exploser cet engin. Et donc on a vu que c'était de la même nature que l'engin explosif retrouvé lundi dans la boîte aux lettres du milliardaire démocrate George Soros, à quelques kilomètres seulement de distance du lieu de résidence des Clinton. Donc voilà, 2 engins explosifs de fabrication rudimentaire, artisanale, mais qui étaient en état de fonctionner. Maintenant, à New York même, au cœur de Manhattan, un colis suspect a été retrouvé au Time Warner Center. Il s'agit bien d'un engin explosif emmené par camion blindé. Là, les démineurs vont le faire exploser, vont regarder dedans, voir effectivement la nature de cet engin explosif. On sait seulement qu'apparemment, ce colis suspect envoyé à CNN dans Time Warner Center était adressé à l'ancien patron de la CIA, John Brennan. Donc pas de revendication pour le moment. Le FBI et la police mènent une vaste enquête, évidemment, lient tous ces différents événements les uns aux autres. C'est un peu un vent de panique, je ne vous le cache pas, ici à New York et à travers le pays, car le FBI, les autorités locales et nationales craignent éventuellement la découverte d'autres colis. D'ailleurs, on vient d'apprendre dans la presse locale de Floride qu'une élue démocrate, Debbie Wasserman Schultz, qui est l'ancienne patronne du Parti démocrate et qui est élue au Congrès, un colis suspect a été envoyé à son bureau. Donc, encore une fois, c'est l'alerte maximale ici aux États-Unis. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, en direct depuis New York. Patrick Sébastien. Tu vois, pendant que ça passait, je regardais ce qui passait dessous aussi. Le meurtre d'Alexia Daval, la rixe mortelle, etc. Ça veut dire que les bienveillants, ils ont du boulot. Ils ont du travail. Mais on va tout faire. On ne changera pas le monde, mais on va tout faire. Notre émission s'achève. Juste après nous, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. Laurence, qu'y a-t-il au menu ce soir de Punchline? Bonsoir Christine, bonsoir aussi à votre invité. On va parler de cette violence à nouveau en plein cœur de Paris, une nouvelle rixe avec un jeune homme de 16 ans qui est mort poignardé. On reviendra sur ces images qui nous sont parvenues. On parlera aussi de Jean-Luc Mélenchon qui continue de tonner contre une justice politique qui le persécute, lui et les insoumis. Enfin, cette question, faut-il rapatrier les enfants des Français partis faire le djihad en Syrie? Ils sont 150 environ. Ils ont moins de 6 ans. On en débat dans un instant dans Punchline. Merci beaucoup Laurence Ferrari, merci beaucoup Patrick Sébastien. Merci à toi Christine. Passé vraiment. Merci. Et si on était bienveillant, vous pensez que plus que jamais c'est d'actualité? Ah ben oui, on va rien lâcher. Nous on lâchera rien. Nous on lâchera rien. Merci. Et vous verrez, soyez plus bienveillants, vous vous sentirez beaucoup mieux. Moi je suis très très bienveillante. En tout cas je fais un effort en ce sens. A tout de suite, restez sur CNews avec Laurence Ferrari, Punchline.